Maintenant, sans plus attendre, nous allons accueillir Monsieur Jocelyn Lachance. On peut l'applaudir. Donc, vous êtes responsable de recherche en sociologie au CREDAT de l'Institut de travail social Pierre Bourdieu et conférencier. Vos travaux portent sur le devenir adulte dans les sociétés contemporaines et sont destinés principalement à nourrir la réflexion et les pratiques des professionnels de l'adolescence. Je ne me trompe pas. Ah bah attendez, ça tombe bien. Moi je suis un ado, moi. Attendez-moi. Putain, c'est vachement bon en fait. Bonjour monsieur Lachance. Ça va? Check. Ouais. Alors bah écoutez, je suis super content que vous soyez là, parce que moi j'ai un gros problème avec ma mère. Elle fait n'importe quoi. Putain, mais elle est complètement incohérente dans ce qu'elle fait. Alors là, j'ai besoin de votre aide. Hein. Et vous êtes d'accord de m'aider? Bah écoutez, oui, je peux peut-être essayer de... Ouais. Généralement, mon travail consiste à écouter des ados comme vous et à passer mon temps à discuter. Donc, Bah super, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je l'ai filmé, parce que je sais que moi je vous ai vu sur YouTube, c'était super ce que vous disiez. Donc bah je l'ai filmé, on va regarder ce qu'elle fait. Ok? Ok, parfait. Allez, c'est parti. Quoi? Ouais, oh non, tu vas pas me croire. Trop. Ouais, je sais, j'ai besoin de vacances. Allez voir un psy. Attends, je te raconte, j'ai fait un rêve. Attends. C'est trop délire. Alors, écoute bien. C'était la fin de l'année scolaire. Oui, bah me demande pas. Je sais bien, un rêve. Je savais que c'était la fin de l'année scolaire. Bah, je sais pas, c'est comme ça les rêves. Attends. C'est la fin de l'année scolaire. Je marche, tranquillement. Et là, d'un coup, j'entends la sonnerie d'école. Tu sais, ça sonne, la fin des cours. Et là, d'un coup, plus de gamins. Plus un seul. Plus de... Oh, le repos, mais le soulagement, je te jure. Ouais, je sais, j'ai besoin de vacances. Ouais. En parlant de vacances, je viens de me commander une petite robe sur Temo. Trop jolie. Ah non, mais ça va, c'est bon, tu vas pas me faire un plan sur l'écologie, là. Oui, je suis pas là pour sauver la planète. Je suis pas Wonder Woman non plus. De toute façon, si c'est moche, j'en ferai un chiffon en ménage. Ah, attends, il y a Malo qui arrive. Allez, toujours sur son téléphone. Je crois que je vais lui faire greffer. Je crois qu'il sait pas faire autre chose. Ouais, on les a perdus. La Gen Z, elle est morte avant sa naissance. Qu'est-ce que tu fais, Malo? Qu'est-ce que tu fais? Non, je te jure. Tu fais quoi, Malo? Quoi? Tu fais quoi, là? Je regarde les billets de train sur SNCF Connect pour partir à Barcelone. Quoi? Attends, t'as entendu ça, là? Mais t'as pas autre chose à faire? T'as pas des trucs pour l'école, là? T'as entendu ça? Barcelone? Qu'est-ce que tu veux faire à Barcelone? Ben, on va aller voir le concert des Imagine Bacon. Quoi? Non, mais t'entends le truc? Encore un délire. Ok, bon, je te laisse, ouais. Il faut que je gère. Bon, je t'appelle tout à l'heure. Ouais, bisous. Ciao. Quoi? Un concert à... Qui c'est un concert à... Quoi? Imagine quoi? On part avec Seb, avec Léo, on a prévu, là, on a trouvé des places. Attends, c'est pas les vacances, là, on n'a pas décidé de partir en vacances. Donc pourquoi t'as cours, non? Qu'est-ce que tu vas à Barcelone? C'est pas les vacances, mais on n'y va pas en semaine, on y va le samedi soir. C'est bête ou quoi? N'importe quoi. Mais t'as cours, mais n'importe quoi? Mais non, mais t'inquiète pas, on fera l'aller-retour dans le week-end. Plus, pourquoi tu me saoules? Il y a Seb, son père, il habite là-bas, il connaît bien, des concerts. Tu sais qu'en France, il existe des villes où il y a des concerts. Tu pouvais aller à, je sais pas, à Paris, Marseille, Toulouse. Oui, maman, je sais. On a déjà regardé. C'est juste que c'est complet. Donc, on a scanné toute la nuit avec Seb. Quoi? Et on a trouvé des billets sur l'appli, là. Et on a trouvé à Barcelone. Et en plus, c'est moins cher, il y a des réducs. Non, mais scanner toute la nuit. Mais t'as pas dormi de la nuit? Oh là là. Mais si, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est scanner, c'est une application d'intelligence artificielle qui fait ça. Ah d'accord. Non mais alors toi tu te fais avoir. Hein. Tu sais pas que l'IA c'est un peu aussi des conneries. Enfin des fois ils inventent même des voyages. Moi j'ai vu ça l'autre jour. Il y avait des faux voyages. Tu t'es fait avoir, je suis sûre. Mais non mais toi tu connais rien en informatique de toute façon. Hein? C'est pas un site, c'est une application. Oui bon c'est pareil. Bah non c'est pas pareil, c'est une application et je t'ai déjà dit,
on va partir avec Seb et les copains, et il y a son père qui habite là-bas, Mais je ça va te bien rappelle- se passer, on fait Mais je l'aller-retour. te rappelle que t'as cours. Et c'est qui va financer tout ça, là? Bah, c'est moi, j'ai mon argent de poche, je te signale. En plus, j'ai déjà vendu plein de trucs sur Vinted, donc ça me permet de financer ça. Donc tout va bien se passer. Non, mais n'importe quoi. Je te rappelle, c'est pas les vacances. Et alors... Mais je comprends pas, maman, tu passes ton temps à me dire que... Vous allez dormir où, qu'il faut là? que je voyage. Oui, ok, les voyages. Ça forme la jeunesse. Oui. Tu passes ton temps à me dire ça, et là, maintenant que je bouge, t'es pas d'accord? Tu vas dormir où? Ben, en fait, on va pas dormir, on a prévu de... Quoi? Oui, en fait, avec Seb, il a vu qu'un mec sur Insta, il dit que sur Barcelone, il y a des visites culturelles à faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis en train de regarder un billet de train très tôt le matin, parce que c'est moins cher. Et du coup... N'importe quoi. Je suis sûre que tu te n'importe fais quoi, avoir. on va faire un truc C'est quoi ce culturel. mec-là sur Insta? Mais tu sais bien que sur Insta, là, c'est n'importe quoi ce qui est diffusé sur Insta. Ah non, c'est pas n'importe Bah quoi, si. c'est un mec super référencé. T'appelles Même, ça de la j'ai vu culture, dans toi. la Gazette que Montpellier aussi, on peut visiter la nuit. Oui, Donc, t'appelles ça de la culture. Aller à un concert d'Imagine Bacon, là, et visiter des façades de musées la nuit, t'appelles ça culturel, hein? Non, mais franchement, n'importe quoi. T'es jamais contente, en fait. Je me rends compte que tous Tu les t'es fait matins avoir. de C'est la quoi- semaine... C'est quoi ce site-là que je regarde? Mais Je suis c'est pas un sûre que site, c'est une appli, je t'ai dit. Donc maintenant, t'arrêtes de me gonfler avec ça, avec ta réflexion de boumeuse. Ouais, ça va, hein? Tous les matins, je me lève à 5h30 pour aller prendre le bus à 6h30. Et là, ça va, tu dis rien, tu t'en fous de ma fatigue. Donc là, pour une fois, je vais faire un truc sympa avec mes potes. Je vais faire un truc culturel. Là, tu me casses les pieds. De toute façon, j'ai pris les billets. Mais tu me parles. Donc c'est comme ça. Bon, J'y vais. Oh, ça va. Ça me saoule. C'est normal que t'ailles au lycée tout seul. T'es grand, non, quand même, n'importe quoi. Et puis d'abord, c'est qui décide? C'est moi, non? C'est moi ta mère. N'importe quoi. Oh. Ah, super, ma robe est livrée. Ah ben, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Point relais à Barcelone? Merde. Malo, c'est pas ce week-end que tu vas à Barcelone? Alors, quand on voit, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci pour la confiance des organisateurs. Je suis très heureux d'être là. Vous savez, quand on m'a parlé de cette scénette, avant de préparer la conférence, j'avais en tête cet ouvrage, un vieil ouvrage qui a été écrit. C'est le premier, et ça va nous montrer que la question du numérique, liberté, contrainte, n'est pas très nouvelle maintenant, hein, parce que en 2014, une sociologue qui s'appelle Dana Boyd, qui est la première, en fait, aux États-Unis à avoir fait un travail sérieux, empirique, à partir des expériences des ados, écrivait un premier livre, et le titre, c'était « C'est compliqué ». Et elle montrait comment, finalement, les ados avaient une vie compliquée à l'ère du numérique. Et vous savez, depuis maintenant, voilà, quelques temps, on fait des enquêtes aussi auprès des parents, encore heureux. Et là, on est actuellement dans une grande enquête qualitative où on interroge des parents sur comment ils prennent des décisions d'interdire ou pas, et la grande question des réseaux sociaux. Et je peux vous dire que le titre, et vous l'avez compris, et on le voit bien à travers cette scénette, c'est que c'est compliqué aussi pour les parents. Hein? C'est-à-dire qu'on se met toujours du côté des ados, mais quand on regarde et qu'on prend le temps de voir entre injonctions paradoxales, ça a été mentionné tout à l'heure, on se rend compte que le fait de choisir de se positionner est vraiment, vraiment très, très compliqué aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je fais depuis des années, et c'est ce que je disais à cet ado qui est apparu tout d'un coup, c'est que depuis des années, ce que je fais, tout simplement, c'est que je m'intéresse finalement au sens que les ados donnent à leur comportement. Donc, c'est un travail assez simple dans le fonctionnement. Après, évidemment, ça demande un certain travail, une certaine organisation, mais au fond, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des ados, des jeunes adultes, des fois des enfants, mais on est généralement plus sur le public adolescent, des fois des parents aussi, comme c'est le cas actuellement. Et en fait, on pose une question très simple, c'est « Toi, qu'est-ce que tu vis? Toi, c'est quoi le sens de ce que tu mets derrière tes pratiques? » Et donc, après, on essaie de voir finalement dans quel univers ils grandissent, quelle signification ils donnent. Et je peux vous dire une chose quand même d'emblée qui me semble importante, et ça n'a pas changé depuis le tout début des enquêtes qu'on menait sur le numérique, c'est qu'évidemment, on a toujours des surprises.
On a toujours des grandes surprises. Et moi, je le répète toujours, ce travail m'enseigne, à chaque fois que je fais un entretien avec un jeune, ce travail m'enseigne l'humilité. Parce que j'arrive avec ma casquette, entre guillemets, d'expert. Je suis supposé quand même bien connaître la question parce que non seulement on rencontre des ados et des jeunes, mais en plus, on lit les collègues, on s'intéresse un peu à ce qui se fait dans le monde. Donc, on se tient au courant et on arrive devant un ado et là, on lui pose une question. Et très souvent, nos interprétations, en fait, sont erronées. En fait, c'est-à-dire que les réponses n'entrent pas dans nos cases. Et je vous donne un exemple que je répète très souvent parce qu'il m'a marqué il y a quelques années, mais je le trouve très bon parce qu'il montre très bien. Vous savez, à un moment donné, il y avait ces selfies qui étaient apparus. Ça date un peu quand même, quand les jeunes ont commencé à se prendre en selfie. Et là, tout le monde, comme d'habitude, on retombe dans le même piège, débat médiatique, tout le monde s'enflamme. C'est une génération narcissique. Et là, on y va, on lance la machine un peu adophobe, j'ai envie de dire, avec nos représentations, etc. Mais bon, au fond, on s'inquiète, donc le mouvement n'est pas non plus complètement inutile. Et donc, on s'est dit, allons voir des jeunes. Allons leur poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi prendre des selfies? C'est quoi la signification? Et là, je me souviendrai toujours, je me retrouve devant une adolescente, et là, je lui demande, je lui dis, alors, question, là, je lui pose une question d'adulte, très adulto-centrée, et je lui dis, est-ce que tu as déjà pris un risque avec un selfie? Une question qui nous intéresse. Et là, je me souviendrai toujours parce que ses yeux brillent comme ça. Et elle dit, ah oui, j'ai déjà pris un risque avec un selfie. Et là, je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment, ma machine à interprétation s'est mise en marche. Et là, j'avais déjà en moi les réponses qu'elle allait nous donner. Je me suis dit, elle me dit qu'elle a pris un risque avec un selfie. Donc, moi, je vois deux hypothèses. La première chose, moi, expert, je pense qu'elle va peut-être me dire, j'étais au bord d'un ravin, j'étais au bord d'une route dangereuse, d'une autoroute, j'étais sur un quai de gare, et donc j'étais tellement omnibulé par moi-même que je me suis mis en danger. Première hypothèse que j'avais, et l'autre hypothèse que j'avais, peut-être que c'est l'hypothèse que votre propre machine à interprétation a commencé à créer, c'était pas vraiment un selfie, en tout cas c'était un selfie qui en montrait un peu plus. C'était une photo qui probablement mettait potentiellement cette personne en danger si elle était rediffusée. C'était l'atteinte à la réputation. Et donc, moi, très fier, très sûr de moi-même, je dis, tu peux me raconter ton risque? Et elle dit, ah oui, la première fois que j'ai pris un selfie en public. Mais là, tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas trop. Et là, elle me dit, ah oui, tu sais, la première fois que j'ai osé prendre un selfie devant mes amis, j'ai osé montrer que j'avais autant de valeur qu'elle. Et là, tout d'un coup, il y avait un univers qui se révélait avec des questions essentielles, affirmation de soi, image de soi, rapport à l'autre, etc. Mais toute cette petite anecdote pour vous dire quoi? C'est que quand on refait des entretiens périodiquement, on a très souvent ces surprises. Très souvent ces surprises. Et quand on fait des entretiens comme on le fait sur des conduites à risque diverses, l'exposition du corps à l'ère du numérique, une grande enquête qu'on mène actuellement avec l'Observatoire de la parentalité numérique sur les nudes, ces photos à caractère sexuel dont vous entendez parler, bien entendu. Quand on fait des entretiens comme on a fait il y a 6 mois sur l'intelligence artificielle et l'usage qu'en font les ados, eh bien cela nous force toujours à regarder un peu plus de côté et de se rendre compte qu'il y a une signification, il y a des significations qui existent, parfois bien au-delà et bien très loin de nos propres préoccupations qui peuvent être légitimes, mais qui laissent sous silence le monde dans lequel les ados vivent. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la condition première pour bien intervenir, pour bien prévenir, c'est déjà de savoir ce que la personne vit. Ce n'est pas le numérique qui nous enseigne ça. Si vous avez une idée, pour ceux qui sont plus âgés, à l'époque, on faisait beaucoup, avant le numérique, beaucoup de colloques sur les conduites à risque, traditionnelles, etc. Si vous aviez déjà une idée a priori de pourquoi on se mettait en danger et que vous n'aviez pas des billes sur pourquoi les jeunes se mettaient en danger, difficile de bien intervenir. Puisque dans ce cas-là, on s'invalide comme interlocuteur potentiel. Et c'est actuellement une chose que je vois dans les entretiens qu'on réalise, c'est que de plus en plus,
Les ados qu'on rencontre nous disent de façon plus ou moins directe qu'ils ne se sentent pas toujours en confiance pour parler des problèmes qu'ils rencontrent à l'ère du numérique, parce qu'ils ont l'impression que l'adulte, de façon générale, stigmatise les espaces numériques. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de risque à l'heure du numérique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut banaliser ce qui se passe, et on va en parler ce matin. Mais une chose est certaine, c'est que la manière dont on en parle, la forme qu'on utilise, va jouer un rôle sur le lien de confiance. Et comme on le sait, le premier facteur de protection, c'est la capacité que ces jeunes ont de pouvoir aller vers des personnes de confiance lorsqu'ils rencontrent un problème. Alors, on est confronté à ce souci qui est quand même pas rien. Alors, on fait des entretiens, on s'intéresse au sens, et vous l'avez compris, c'est un peu comme... moi, je vois ça un peu comme si mon travail de sociologue et d'anthropologue était un peu comme une espèce de voyageur. Hein. C'est comme si j'allais périodiquement dans le pays de l'adolescence et que j'essayais de comprendre les codes. Et pensez-y bien, je vais utiliser une métaphore pour bien penser la posture et le problème auquel on est confronté. C'est que lorsque, par exemple, vous allez à l'étranger en vacances, vous avez choisi la destination. Ça peut être Barcelone, ça peut être autre chose. Hein? Vous avez choisi votre destination, vous allez à l'étranger, vous vous intéressez à cette culture, mais même si vous vous intéressez à cette culture, personne n'est à l'abri du choc culturel. Hein? C'est-à-dire que vous allez à l'étranger, vous avez choisi, vous débarquez, et là, tout d'un coup, je ne sais pas, le chauffeur de taxi dit un truc, et puis vous ne comprenez pas trop. Ou vous êtes à l'hôtel, il se passe une situation. Et là, il se passe des trucs dans l'espace public, et vous avez du mal à comprendre ce qui se passe. Et là, humains que nous sommes, souvent la réaction qu'on a, c'est de retrouver des gens qui nous ressemblent. Hein? C'est-à-dire, on retourne vers des gens qui nous ressemblent. Je dis toujours, on retourne vers d'autres Français. Un Québécois, ça fait aussi. Hein? Vous avez compris? Je n'ai pas perdu mon accent avec 20 ans d'exil. Et donc, on se retrouve ensemble et puis on fait une espèce de choc culturel. Et moi, j'utilise souvent cette image avec le numérique. Je me dis, est-ce que des fois, parfois, est-ce qu'on ne risque pas d'être dans des chocs culturels et dans des formes de repli? Et c'est peut-être un peu ce que je vous invite à faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais essayer de prendre à partir des nombreuses enquêtes qu'on mène, de vous partager certains éléments de cette culture que je pense qu'on doit prendre et intégrer à notre réflexion, sans vous donner des réponses toutes faites, parce que je ne pense pas que le rôle d'un chercheur, c'est de convaincre les parents ou de convaincre les professionnels, comme beaucoup tentent de le faire actuellement dans la politisation du débat sur les interdictions. Je ne pense pas que c'est mon rôle. Par contre, je pense que c'est mon rôle de vous amener des éléments qui me semblent importants de prendre en considération et à discuter pour travailler une meilleure posture. Tout ceci avec cette idée en arrière-plan de « mais est-ce qu'on s'invalide en tant qu'interlocuteur potentiel à l'ère du numérique ?» C'est une vraie question. Est-ce que nous, dans notre quotidien, que ce soit parents à la maison ou professionnels, on s'invalide en tant qu'interlocuteur potentiel dans notre rapport aux enfants? Mais on peut le faire de façon tout à fait anodine. On est dans la cuisine, on fait à manger, et puis là, on dit « Ah, mais là, vous attendez qu'il arrive pour manger ou qu'elle arrive pour manger. » Et là, vous dites « Ah, c'est con, ces jeux vidéo, c'est con, c'est con, c'est con, c'est con. » C'est humain, mais la question se pose. Le jour où ce jeune rencontrera un problème sur les jeux vidéo, est-ce qu'il va penser que vous êtes la première personne avec qui en parler? Pas certain. Et ça, c'est important, et c'est pour ça qu'il faut retourner, je pense, à la compréhension, sans entrer évidemment dans la banalisation. Alors, quelques éléments, et c'est de ça dont on va discuter. La première chose peut-être à se dire, c'est que qu'est-ce qu'on voit dans les entretiens, et ça, c'est depuis les premières enquêtes sur Facebook, et même pour les plus anciens, MySpace. Ça en fait toujours rire certains, je me sens moins seul. MySpace, Facebook... Ensuite, évidemment, Instagram, Snap, TikTok, WhatsApp, etc., les plateformes de YouTube, etc. Et jusqu'à l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui revient quand même. C'est que les jeunes font eux-mêmes dans les entretiens des liens entre, j'ai envie de dire, des éléments liés à la formation de leur identité et les usages du numérique. C'est eux qui le font. Ce n'est pas nous qui disons «
Est-ce que tu fais un lien entre tes pratiques numériques et tes questions existentielles? Hein? Vous savez, dans les entretiens, on pose des questions très larges. On va dire, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bon, ils ont le choix. Mais eux-mêmes, depuis le début, et ça continue, font des liens avec ce qu'on pourrait appeler la formation de l'identité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne se rappelle pas collectivement un minimum ce que ça veut dire être ado aujourd'hui, en 2025, quelles sont les différences peut-être avec l'adolescence que nous avons eue au-delà du numérique, eh bien, on passe à côté de quelque chose, parce que pour moi, c'est la lecture fondamentale, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont faire ce lien. Et donc, il y a un mot-clé qu'on utilise en sociologie, mais on pourrait le dire, je pense, autrement, pour penser l'adolescence d'aujourd'hui. Un mot-clé qui revient, c'est qu'on dit, depuis déjà assez longtemps, depuis même, attention, la fin des années 90, donc avant même l'apparition de tout ça. Et ce mot-clé, c'est l'expérimentation. L'expérimentation. En gros, les différents sociologues, et même, je pense que des collègues psychologues dans la salle vont dire, on devient adulte par l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est important parce que l'expérimentation, évidemment, vous avez compris, c'est l'idée qu'il y a tellement de modèles qui sont proposés aux jeunes et qu'on leur dit de faire des choix. Fais des choix, avance. Et là, ils ont plusieurs choix et on dit, ben, professionnellement, tu peux devenir qui tu veux. D'un point de vue de la vie affective, il y a différents types de relations. Il y a différentes façons d'être un homme ou une femme. Il y a différentes façons en permanence d'être aujourd'hui au 21e siècle. Et donc, nous, on leur dit « choisis ». Et donc, ils sont face à ces pluralités de modèles. Et là, moi, j'aime bien imaginer l'ado face à un champ de possibilités. Et collectivement, on est derrière, on dit « allez, avance, avance ». Alors, comment choisir? Comment choisir la bonne façon? Comment être sûr qu'il faut choisir le choix A ou H ou Z? Comment le choisir? On répond par l'expérimentation. Donc, on fait des tests. Et sociologiquement, c'est assez bien défini. C'est-à-dire que les jeunes font des tests. Ils vont faire des tests. Alors, professionnellement, on le voit très bien, c'est encore plus facile. Moi, je dis toujours, en première année de socio, en travail social, je dis toujours, bon, l'année prochaine, vous ne serez peut-être pas tous là parce que vous êtes des expérimentateurs. Hein? Donc, vous venez faire un test et si ça ne vous convient pas, peut-être que vous allez partir. Mais ça, c'était vrai pour le travail au départ. Mais aujourd'hui, on le comprend bien, c'est que ça touche différents domaines de l'existence. Les relations. Qu'est-ce que ça veut dire être en couple quand on est tout jeune? Ben, expérimentation. Jusqu'où je peux aller dans l'humour avec mes amis? Expérimentation. Je fais des tests. Qu'est-ce que ça veut dire être un garçon ou une fille? J'ai 13 ans, je me pose des questions, mon corps s'apprête à changer ou est déjà en train de changer. Ça veut dire quoi être un homme ou être une femme? Expérimentation. Je vais m'affirmer de cette façon. Je vais me comporter de cette façon. Je vais m'habiller de cette façon. Et bien entendu, je vais recevoir des retours et en fonction des retours, des validations, invalidations, je vais tranquillement affirmer des manières d'être. Mais ce qu'on voit dans tout ça, c'est quoi? Ben, c'est beaucoup d'incertitudes. Et j'aimerais même dire une chose importante, beaucoup de vulnérabilité et surtout la nécessité de s'exposer. Comprenez? Dans la société de l'expérimentation, s'exposer, mettre en scène une version de soi pour recevoir un retour et faire des choix, ce n'est pas une décision personnelle. Ces jeunes n'ont pas décidé de s'afficher pour exister. C'est un mouvement défensif. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que les plus jeunes sont beaucoup dans l'exposition et certains jeunes plus âgés sortent de cet affichage. Mais évidemment, vous pouvez très bien savoir où vous allez professionnellement et être dans l'expérimentation du point de vue de la vie sexuelle et affective, ou le contraire. Et donc, on est face à des jeunes qui, généralement, sur un ou deux registres de l'existence, sont dans l'expérimentation, donc je le dis autrement, dans la nécessité de s'afficher pour pouvoir recevoir des retours, pour pouvoir conjurer l'incertitude, pour pouvoir faire des choix plus ou moins définitifs et avancer. Et vous comprenez, je pense, pourquoi je vous parle de tout ça.
c'est qu'on parle de liberté. Ben, je ne sais pas si c'est une forme de liberté. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une contrainte, en partie. Et donc, vous comprenez que tout ça a été écrit et compris avant l'arrivée des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, vous l'avez compris, ont construit, j'ai envie de dire, leur popularité sur cette logique. Qu'est-ce qu'ils font depuis le début, quand on regarde? Depuis MySpace, Facebook encore plus, et avec les autres qui sont venus par la suite. Bien, en fait, pensez-y bien, ils ont multiplié les possibilités pour les jeunes de se mettre en scène, donc de mettre en scène des expérimentations, commentaires, photos de profil, partage de contenu, opinions, vidéos, photos, etc. Multiples façons de montrer qui on est, et ils ont multiplié multiples façons de valider ou d'invalider à distance. Petit like, petit commentaire, 3 bonhommes clin d'œil, 2 cœurs. Je t'ai vu, mais je ne dis rien. Disparition, ghosting, etc. Toutes sortes de façons de valider et d'invalider. Et donc, la machine, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux s'est construite sur cette réalité des jeunes qui étaient déjà dans une phase d'expérimentation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit des jeunes qui rentrent dans ce jeu, je vais le dire autrement, plus que vous êtes dans l'incertitude et plus que vous êtes dans l'expérimentation, bien, plus que vous entrez dans la logique des likes, des retours et de la recherche de retours, et plus que vous êtes affirmé et sûr de vous, plus que vous vous en détachez. C'est ce qu'on voit. Je me souviens, c'était encore une ado, mais elle avait 17 ou 18 ans, et je pose la question comme ça, je dis, mais est-ce que tu changes souvent ta photo de profil? Et là, la jeune regarde et dit, ah non, c'est vrai, je la change plus trop, en fait. Ah oui, c'est vrai, me semble, ça fait des mois, voire peut-être même une année que je n'ai pas changé ma photo. Je dis, tu as l'air surprise, pourquoi? Tu la changeais souvent avant? Elle dit, ah oui, c'est vrai qu'il fut une époque où je la changeais vraiment. Même. Et là, devant moi, elle réfléchit, elle dit, ah oui, même je me souviens qu'à un moment donné, je la changeais même des fois, plusieurs fois par jour. Et là, de l'extérieur, on se dit, oh, début de pathologie. Ah, là, nos amis psychologues. Et là, souvent, les amis et collègues psychologues me disent, toi, ton travail, c'est de t'assurer qu'ils ne les envoient pas tous. Alors, je dis, mais pourquoi tu faisais ça? Elle dit, mais tu sais, à l'époque, j'avais l'impression de changer tellement vite. Mon objectif, c'était que ma photo me représente au mieux. Elle dit, j'avais une crainte. J'avais la crainte que si je croisais dans la rue quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, mais qui me voyait sur les réseaux sociaux, par exemple, quelqu'un de ma famille, j'avais peur que cette personne ne me reconnaisse pas. Ouais, très intéressant. Son objectif, c'était de coller au mieux à sa réalité subjective, qu'elle considérait changeante, mouvante, dans l'incertitude. Mais son but, ce n'était pas de se travestir ou de changer. Non, son but, c'était d'être dans un mouvement d'authenticité, au contraire. Voyez, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui rentrent dans des logiques de filtre. Et que ça. Non, ce que je vous dis, c'est que ça existe aussi des jeunes qui sont dans ces registres. Et donc, on se retrouve, voyez, dans ces situations d'expérimentation. Et les jeunes font eux-mêmes les liens qu'on les questionne autour de leurs usages du numérique. Et ça revient en permanence. Alors, c'est une génération, vous voyez, qui, quand elle est dans la vulnérabilité, est dans l'injonction de s'afficher, et nous, société des adultes, leur avons offert des dispositifs, les réseaux sociaux, qu'ils peuvent s'emparer pour répondre à cette possibilité de s'afficher. Et là, tout de suite, vous vous dites, ah oui, mais ce n'est pas complètement nouveau. Et bien entendu, parce qu'on le voit bien, c'est un mouvement qui s'est intensifié, c'est un mouvement qui s'est accéléré. Vous êtes un jeune garçon, vous avez 12 ans, vous commencez à vous poser des questions sur la masculinité, et là, vous commencez à prendre des photos de vous, peut-être même vous montrer votre torse, et puis vous envoyez une petite photo, expérimentation, retour. Ouais, t'en fais pas un peu trop, là? Ouais. Avec toutes sortes
de stratégie. Hein. Je pense que vous connaissez bien, mais la stratégie qui consiste à demander aux amis par voie privée la valeur ou la qualité d'une photo avant de la mettre publique, c'est quelque chose d'assez commun. Encore faut-il avoir des amis significatifs pour passer cette étape. Alors, la question qui se pose à nous maintenant, c'est cette question du visible, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on est en train de révéler les coulisses. Et à qui on s'adresse à l'ère du numérique pour pouvoir avancer dans cette société de l'expérimentation? Les jeunes que vous côtoyez, ils ont encore le regard des parents. Encore heureux. Ils ont encore le regard de l'éducateur ou de l'enseignant dans les espaces physiques. Ils ont encore leur coach sportif quand il existe, ou leur prof de musique, ou je ne sais pas qui. Ils sont toujours là. Mais bien entendu, la différence, c'est qu'ils ont en plus une possibilité de pluralité de regard qui nous met en permanence en compétition. En compétition en tant que validant potentiel ou invalidant. Alors, quels sont ces regards? Je vais les évoquer, parce que je pense que quand vous intéressez à ces questions, c'est des manières d'investiguer avec les jeunes qu'est-ce qu'ils vivent. Puisqu'on imagine bien qu'une publication vers un regard plutôt qu'un autre n'aura pas la même signification. On imagine bien. Et donc, pendant longtemps, je disais, il y a 4 regards, et il y a quelques mois, peut-être même presque une année maintenant, j'en ai rajouté un 5e. Je pense que vous devinez quel est ce 5e regard. L'IA. Voilà. On va y revenir. J'ai des petites citations de jeunes, vous verrez, qui nous permettra de penser tout ça. Alors, 5 regards. Et posez-vous la question, les jeunes, quand vous dites « Ah, les jeunes vont sur les réseaux sociaux ». Quand j'entends les jeunes passent 4h30 en moyenne par jour sur Internet ou sur les réseaux sociaux, pour moi, ça ne veut absolument rien dire et je m'étonne encore qu'il y ait des statistiques sur le temps d'écran. Excusez-moi, je vais le dire de cette façon. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font pendant ces 4h30. Parce que qualitativement, vous serez d'accord, ce n'est pas la même chose de passer 4h30 sur TikTok que passer 4h30 à échanger à distance avec, dans des drives pour pouvoir travailler sur un projet commun avec ses amis de classe. Ce n'est pas la même chose. Et on fait encore ceci. Et moi, ça m'étonne encore quand on dit, mais voilà, ils passent 4h30 ou 10h. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font. Et là, peut-être qu'on pourra avoir des choses plus précises. Alors, 5 regards. Le premier est très important, et celui-là est très important en particulier quand on intervient avec des parents et qu'on essaie de les sensibiliser à ces questions, c'est son propre regard. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que dans les entretiens nous révèlent une chose invisible. Ils nous révèlent que les jeunes produisent du contenu pour eux-mêmes. C'est-à-dire, évidemment, ça peut être l'ancêtre du journal intime. Hein? J'écris pour moi. Ça peut être audio. Je le garde pour moi. Mais ça peut être aussi des photos et des vidéos que je garde pour moi. Quand je dis que je garde pour moi, que je garde dans mon smartphone, si j'en ai un, sur mon ordinateur, en tout cas dans mon dispositif. Mais ce sont des contenus qui sont destinés à personne d'autre que soi-même. Le seul objectif, c'est de pouvoir le regarder. C'est de pouvoir le regarder à nouveau, seul. Alors, vous imaginez bien qu'il y a peut-être beaucoup de signification derrière ça. Je donne 1 ou 2 exemples. Il y en a qui m'ont raconté, mais tu sais, moi ce que je fais, c'est que ça m'est déjà arrivé, j'étais en colère. Donc, une dispute avec les parents ou avec des amis. Et là, je prends une photo, je garde la photo dans mon smartphone. Voilà. OK. Pourquoi? C'est la question que je pose le plus souvent. Pourquoi? Après ça, je la regarde le lendemain. Pourquoi? En fait, je regarde la photo et je vérifie si je suis encore en colère. Et donc, dans les entretiens, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous avez des jeunes qui vous expliquent attribuer une émotion à un contenu, le revoir dans le temps pour vérifier et en partie tenter de maîtriser ce que la personne vit. Oui, mais ça, si on ne fait pas un entretien et qu'on ne retourne pas à l'écoute, jamais on aura conscience de ça.
Et vous en avez d'autres qui ont raconté, ça souvent c'est des ados un peu plus âgés ou des jeunes adultes qui osent dire des choses de leurs 2-3 dernières années. Et certains ont dit, oui, ben moi je me suis quand même pris en photo un petit peu de tous les côtés, quoi. Pourquoi? Et bien là, c'était très intéressant parce que ce qui revient très souvent dans ce genre de cas de figure, c'est ceci. J'étais tellement stressé à l'idée de rencontrer mon petit copain ou ma petite copine que je voulais avoir une idée de ce qu'il allait voir de moi dans l'intimité. Vous voyez, se regarder de l'extérieur. Produire du contenu pour se regarder de l'extérieur. Et une fois de plus, vous avez vu le mot-clé pour conjurer l'incertitude. Et je m'avance un peu vers une des conclusions, mais je peux vous dire qu'une des choses qu'on voit dans les entretiens, c'est de plus en plus que les pratiques numériques sont associées à des formes de régulation des incertitudes. Mes collègues diraient, psychologues diraient, régulation de l'angoisse. Je produis des photos parce que je suis stressé à l'idée de rencontrer l'autre dans l'intimité. Je produis des vidéos, photos de moi, je me regarde, j'ai l'impression d'avoir accès à ce qu'il va voir ou ce qu'elle va voir, et donc ça me rassure un peu. Pratique de régulation d'angoisse. Son propre regard. Mais évidemment, ce n'est pas les photos, vidéos qui attirent notre attention parce qu'on ne sait même pas parfois leur existence. Mais pourquoi je le dis? C'est parce que des fois, des parents tombent par hasard sur des photos ou des vidéos. Et là, c'est la crise parce que quand vous voyez une photo ou une vidéo qui en plus touche à la sexualité ou la nudité, la première réaction humaine qu'on a en tant que parent, ce n'est pas de dire « Ah, mais c'est probablement dans un contexte de formation de l'identité. » Généralement, c'est pas ça que c'est facile à dire ici, mais bon. Mais c'est important, je pense, d'en parler parce que, vous voyez, on est tellement habitué que le contenu soit diffusé que c'est devenu la norme d'interprétation. On part du principe que le contenu va être diffusé. Et d'ailleurs, pensez-y, si je sors mon appareil photo puis je vous prends en photo, vous risquez de vous dire ça va finir où? Vous voyez, c'est déjà dans l'imaginaire collectif. Donc, c'est une façon de dire aux parents, si vous tombez par hasard sur une photo de ce type, ben, prenez le temps quand même de retourner au contexte avant d'aller trop vite. Parce que vous risquez, une fois de plus, de vous invalider comme interlocuteur potentiel. Ah, tu comprends rien. Tu comprends rien. Alors, c'est le premier regard. Le deuxième, c'est évidemment là, quelque chose qui nous questionne encore plus. C'est évidemment l'autrui significatif. C'est la personne qu'on connaît, c'est le petit ami, la petite copine, c'est l'ami, c'est les gens qu'on fréquente au collège, au lycée, avec qui on échange du contenu, la plupart du temps par voie privée, WhatsApp, messagerie, voilà, story très privée, etc. Alors là, on est dans un registre d'échanges à deux ou des fois des petits groupes fermés où le lien de confiance est mis en avant. Alors ici, on voit beaucoup de choses. Prenons un exemple peut-être important. L'échange de photos à caractère sexuel qu'on appelle nude. Alors qu'on appelait sexto pour les plus vieux, mais aujourd'hui, ça a changé. Le sexto est un message à caractère sexuel écrit et le nude, c'est la photo à caractère sexuel. Alors, pour vous dire déjà que une enquête franco-belge a montré récemment qu'à 18 ans, on était autour de 85% des jeunes en France, alors qui étaient concernés par le phénomène. Donc, ce n'est pas anecdotique. Après, l'intensité, on ne l'a pas nécessairement. Et là, on a lancé une grande enquête sur cette question. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, on voit beaucoup de choses, mais la première chose qu'on voit, et qui est quand même très surprenante de cette recherche, dont les résultats ne sont pas encore parus, mais c'est en prime time entre nous, c'est que surtout, le nude, c'est quelque chose dont on parle. En fait, on en parle. Dans les couples naissants. Oui, mais là, tu ne vas pas me demander un nude, pas tout de suite, parce que ça fait pas longtemps. C'est moi qui va décider. Non, mais là, si j'ai pas envie. Oui, mais toi, tu as envie, mais moi, est-ce que j'ai envie? Oui, mais si on s'envoie des nudes, le jour où on va rompre, qu'est-ce que ça va faire? Oui, mais est-ce qu'il va falloir penser à ça? Oui. Et si je t'en envoie un, est-ce que tu me promets? OK, tu m'en envoies un, mais je ne monte pas la tête. Oui, mais toi, c'est bon. Mais très intéressant parce que,
en toute honnêteté, cette enquête me révélait une chose, et c'est une hypothèse. Mais je ne pense pas qu'à âge égal, nous-mêmes, les plus âgés, je ne pense pas qu'on a parlé autant avec nos copains et copines. Je ne crois pas, parce que, pourquoi, je vais vous dire, c'est qu'il y a une chose qui existe aujourd'hui, c'est que quand vous avez des ados qui commencent à avoir des flirts, ou des petits copains, petites copines, ils sont dans leur lit, là, puis ils sont en train de... Bon, vous êtes encore en train de... Qu'est-ce que vous faites? Bien, ils sont souvent à deux, et ils sont en train d'échanger, et selon leur discours, ils échangent autour de leur passion, de leur contenu, puis après de leur relation. Mais je ne sais pas pour vous, mais à âge égal, à 14-15 ans, quand vous vous trouviez, vous, dans les espaces physiques, souvent, il y avait d'autres personnes. Je ne sais pas si, mais c'est une hypothèse, hein? Je ne sais pas si nous, on parlait autant de nos passions et de notre relation que les jeunes, comme ils le décrivent dans les... Je ne sais pas. Parce qu'ils sont souvent à deux quand ils sont à distance, en fait. Et comme vous le savez, à l'adolescence, on n'est pas toujours avec son petit copain ou sa petite copine. Donc, on nous parle beaucoup de ça, et le nude est un sujet de conversation, et ça, c'est la première chose qu'on voit. Mais évidemment, ce n'est pas ça, nous, qu'on va retenir, parce qu'on va retenir, évidemment, les pratiques à risque, et c'est tout à fait légitime. Alors, pour vous montrer la complexité, ce qui est important, à mon avis, c'est de ne pas partir que du dispositif numérique, parce que vous risquez de passer à côté de la vraie problématique. Je m'explique. Si vous vous dites... Oui, bien, il y a des nudes parce que finalement, ils peuvent envoyer des photos, il y a un dispositif et puis on peut redistribuer. OK, oui, mais la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui redistribue des photos intimes, parce que là, on est à des statistiques quand même effarantes, donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas un cas par semaine de drame, il y en aurait 25, 30, 50, 100. Donc la norme, ce n'est pas ça. La norme, c'est autrement. Mais par contre, il y a des situations complexes qui nous montrent que ça favorise des mises en vulnérabilité. Et pour ça, il faut toujours prendre du recul. Et moi, la question que que je vous pose, mais que je vous invite à méditer, c'est quand vous vous intéressez aux pratiques numériques des jeunes, est-ce que vous voyez les jeunes entre eux? Est-ce que vous voyez le jeune face à l'écran? Ou est-ce que vous voyez le jeune avec un contexte, avec des normes, avec d'autres choses qui n'appartiennent pas au numérique pour comprendre? Et ça, tout le monde est libre de choisir sa manière d'interpréter les phénomènes. Je donne un exemple concret. Pour comprendre la question du nude, il faut comprendre la question des normes de relations affectives et sexuelles chez les jeunes de façon plus large. Sinon, on ne s'en sort pas. Exemple. Il y a une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire. Isabelle Claire qui a écrit un peu la Bible des relations amoureuses chez les ados. Et elle dit ceci. Elle dit, les enfants, ils sont là, comme ça, tranquilles. Ils vivent entre eux, tout va bien. Et là, tout d'un coup, ils se réveillent vers l'âge de 12-13 ans. Et là, tout d'un coup, ils sont célibataires. Alors, ils sont célibataires du jour au lendemain, tout d'un coup, ils sont célibataires. Qu'est-ce qu'elle veut dire par cette déclaration? C'est que tout d'un coup, les couples apparaissent et il y a une norme et il y a une pression sociale qui se pose sur les jeunes pour être en couple ou pour avoir des relations d'exception. Montrez que vous avez des meilleurs amis ou des best friends. Et c'est très puissant à l'adolescence parce que vous êtes enfant, vous êtes à la crèche, tout le monde s'aime ou presque, et à un moment donné, il y a les amis et les non-amis, ça devient binaire, et là, d'un coup, il y a le vrai ami, le faux ami, il y a le deuxième ami, il y a le camarade de classe, et là, ça se complexifie, et vous arrivez vers l'adolescence, et là, tout d'un coup, lui, c'est mon vrai ami, l'ultime, etc., ou c'est mon petit copain, ou c'est mon flirt, ou c'est bon... Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a une norme qui s'installe chez les ados, c'est que si vous n'avez pas de relation d'exception, si vous n'avez pas de relation significative, vous êtes out. Parce qu'être un grand, c'est avoir des relations significatives et c'est d'afficher qu'on sait se comporter d'une manière avec les vrais amis et de d'autres façons avec les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez des jeunes qui n'ont pas ça, ou qui ont le sentiment de ne pas l'avoir. Mais ils ont la pression pour l'avoir. Donc, ça donne plusieurs phénomènes du type, vous voyez des jeunes, des fois de 10 ans, qui se disent en couple, et vous dites, mais ils ont tout, ils n'ont rien d'un couple, en fait. Mais ils s'affichent en couple. Et on le voit de plus en plus. Mais vous avez aussi des jeunes qui vont chercher des moyens de se prouver qu'ils ont des relations significatives. On va revenir vers les nudes. Je prends une autre norme pour bien les ficeler ensemble.
Donc, vous avez d'un côté la pression sociale pour montrer qu'on a des relations significatives. Et vous avez une autre norme à laquelle on participe tous, c'est de partager du contenu à risque avec des gens en qui on a confiance. Ça, ce n'est pas un truc d'ado. On est d'accord, on partage du contenu à risque. Quand je dis du contenu à risque, c'est-à-dire du contenu que vous ne voudriez pas voir sur la voie publique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il se peut, c'est une hypothèse, il se peut qu'après une réunion houleuse, vous avez laissé un petit message vocal à votre conjoint, votre conjointe, pour vous vider le cœur. Ou le contraire, vous avez parlé à un ami d'une situation qui s'est passée. Vous avez envoyé un mail à quelqu'un avec un humour que peu de gens pourraient comprendre. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Vous ne vous êtes pas dit « Ah, mais Roger va faire une capture d'écran et va mettre ça sur Instagram. » Vous n'êtes pas dit ça. Mais vous le faites. Et la plupart de nous, on le fait. Et donc, c'est important parce que, en fait, il y a une norme sociale qu'on véhicule et les ados s'en rendent compte. C'est quand on fait confiance, on partage du contenu à risque et même le fait de ne pas le rediffuser vient nous prouver qu'on a des vraies relations intimes. Et les ados le font aussi, mais ils ne le font pas seulement. Mais ils le font aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez d'un côté la pression pour montrer des relations d'exception. Vous avez d'un autre côté un moyen de montrer que vous avez des relations d'exception. Et donc là, vous avez des jeunes qui, 1 an, 2 ans, 3 ans après des drames horribles de rediffusion, parce qu'ils ont envoyé des photos à qui il ne fallait pas, entre guillemets, eh bien, ils nous disent, ben oui, mais ce jour-là, c'est pas que je prenais un risque, je prenais la chance d'avoir la preuve d'avoir une vraie relation. Vous comprenez? Et donc, c'est intéressant pour nous tout ça parce que ça nous rappelle une chose essentielle, c'est que c'est la vulnérabilité le premier critère. Parce que d'un autre côté, vous avez ceux qui peuvent attendre avant de prendre une décision. Dans la société de l'expérimentation, avec les dispositifs numériques, c'est la grande différence qui se pose. C'est d'un côté, vous avez ceux qui sont capables d'attendre. Et donc, ils sont capables d'attendre et ils se servent du fait qu'attendre pour vous montrer qu'ils maîtrisent. Oh non, non, moi, ils ont vu que je les ai vus, mais je n'ai pas répondu. J'ai autre chose à faire. Mais on nous parle comme ça dans les entretiens. Et d'un autre côté, vous avez ceux qui vous disent « Ah, mais je l'ai fait parce que je me suis dit, là, tu sais, quand on envoie ce type de photos, bon, généralement, sur le coup, c'est un beau commentaire qu'on reçoit. Et je le voulais, ce beau commentaire, à ce moment-là. Alors là, on pourrait demander pourquoi il en avait absolument besoin à ce moment-là. Et puis là, il y a le deuxième temps, ou 1 heure plus tard, ou lorsque on va sur l'oreiller, tout d'un coup, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer avec cette photo? » Et là, on retrouve quelque chose des conduites à risque qu'on connaît très bien, c'est-à-dire que le bénéfice dans le présent, c'est l'essentiel de la question. Il est plus important que le risque potentiel. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas l'absence de conscience du risque. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la conscience, c'est pas l'idée qu'on pense qu'il n'y a pas de risque. C'est que le bénéfice dans le présent est plus fort pour des raisons liées à la formation de l'identité que le risque. Donc, c'est une manière de dire que, évidemment, on ne peut pas banaliser, il faut parler des risques, mais ça n'a jamais réglé les choses, ça ne réglait pas les choses avant le numérique, et ça ne les réglera pas non plus aujourd'hui à l'ère du numérique. Hein, il ne suffisait pas dans le bon vieux temps, mais on le dit encore, de dire « Hey, si tu conduis vite, tu risques de te tuer. » Hein? Je ne sais pas si certains s'en souviennent, quand on a commencé à mettre des silhouettes noires au bord de la route, on faisait des entretiens sur la vitesse. Je me souviens, il y a très longtemps, là, mais il y a des jeunes qui nous disent « Ah, mais j'adore ça, moi, c'est le moment où j'accélère. » Oui, parce que c'était des logiques de mise à l'épreuve à l'adolescence qu'on connaît. Oui, à garder en tête. Donc, vous voyez, l'autrui significatif, c'est une manière de vous dire les choses ne sont pas simples. Il y a évidemment les prédateurs. Là, on ne pourra pas parler de ça parce que je ne parlerai pas des nudes pendant 2 heures, mais on pourrait. Mais les situations qu'on voit sont plus à ce niveau de vulnérabilité et de recherche de bénéfices sur le moment. 3e regard, l'audience imaginée. L'audience imaginée, à l'époque du mur, c'était quand vous aviez
2227 amis Facebook et que vous imaginez quand vous publiez qu'il y a 2227 personnes qui vous ont peut-être vu. Aujourd'hui, on est plus sur le côté de la story, mais comme vous le savez, la story peut être avec quelques personnes et peut être avec un très grand nombre de personnes. Et vous pouvez évidemment avoir plusieurs stories et cacher des choses à certaines personnes. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Et donc, vous avez l'audience imaginée. Alors, ce qu'on voit et la norme, c'est quoi? Parce que c'est important de se poser la question de la norme avant de poser la question de ceux qui dévient, entre guillemets. La norme, c'est de mettre le nombre au service de la qualité dans une société de l'expérimentation. J'affiche des choses de qualité, des compétences, mais aussi une relation pour avoir le sentiment d'être vu. Hein, ça donne un type, c'est la déclaration. Toi. Ah, j'ai un nouveau petit copain, 2 bonhommes clin d'œil, 3 quarts, 4X. Et là, la meilleure amie qui répond en dessous, qui commente et qui dit « Je connais son nom, 3 bonhommes clin d'œil, 4 quarts. » Et là, un autre commentaire « Allez, on continue à en parler en message privé. » Et on se dit « Mais vous pourriez parler en message privé directement. Pourquoi, là, nous faire votre spectacle? » Mais justement, c'est que les enquêtes ont montré que c'était une manière d'afficher des relations d'exception. Regardez ce qui se passe bien. J'ai une relation d'exception avec un petit copain et je ne vous dis même pas son nom parce que vous n'êtes pas assez important. C'est pour ça qu'on dit les amis Facebook, les followers, ce n'est pas des vrais amis. Ben oui, ils le savent, ça sert à ça. Ça sert à mettre en scène le fait qu'il y a des gens exclus. Voilà. Donc, et ma meilleure amie le sait. Et en plus, nous, on va parler en message privé. J'ai des relations d'exception et le nombre est au service de la qualité. Donc ça, c'est la norme. Donc la question quand on sort de la norme, c'est pourquoi? C'est la vraie question. 4e regard, les personnes jamais rencontrées physiquement que nous évitons évidemment d'appeler des inconnus pour pas une fois de plus créer un choc culturel. Puisque si je joue à des jeux vidéo avec Thomas en Australie, à des heures de décalage horaire pas possible depuis 3 ans, et que je chatte sur Discord en aparté, il se peut que je lui ai raconté des choses que j'ai racontées à personne d'autre. Alors, la question se pose, mais pourquoi il préfère en parler à Thomas plutôt qu'à d'autres personnes? Et là survient une question importante quand on pose cette question du numérique avec des parents, avec des professionnels. Quel est le lien entre ces différents regards que je suis en train d'exposer? Est-ce qu'on décide de les isoler? Vous voyez, quand je vous dis on a le choix du contexte d'interprétation, est-ce qu'on décide de juste essayer de comprendre, il va vers quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré, ou on se dit, ah, peut-être qu'il trouve là quelque chose qu'il ne peut pas trouver ailleurs, ou qu'il a le sentiment de ne pas pouvoir trouver ailleurs. Et là, tout d'un coup, on a des réflexions des jeunes qui commencent à nous interroger. Parce que si, par exemple, un jeune vous dit « Oui, mais quand je parle à Thomas, souvent, du côté des adultes, on va dire « Oui, parce que c'est facile. » Mais les jeunes ne disent pas « C'est facile ». Ils disent « Je me sens plus en sécurité ». C'est différent. Et donc, ce n'est pas plus facile, c'est « Je me sens plus en sécurité ». Et quand on pousse et qu'on discute, parce que je ne me sens pas totalement en sécurité ailleurs. Et là, ça ne comprend pas seulement les regards numériques, ça comprend aussi l'offre des regards dans les espaces physiques. Et ça va avec ce que je vous ai dit au départ sur le fait que des fois, on s'invalide en tant qu'interlocuteur potentiel. Alors là, le 5e regard nous donne des billes intéressantes parce que c'est l'intelligence artificielle, puisque, comme vous le savez, les statistiques commencent à nous montrer que les ados se confient de plus en plus à des IA. Alors, au lieu de commenter et d'imaginer ce que les jeunes vivent, on a décidé de faire notre devoir et d'aller les rencontrer. On va leur poser la question. Qu'est-ce que tu fais? Super intéressant. Très intéressant et questionnant, bien entendu.
Vous savez, les questions qu'on pose, je l'ai dit tout à l'heure, mais sont très, très larges. Hein. Donc, ça peut être, par exemple, as-tu déjà utilisé l'IA pour quelque chose d'important pour toi? Alors là, il décide ce qui est important. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a des critères qui reviennent, il y a des invariants, il y a des choses qui reviennent dans leur réponse. Et donc, on peut se demander ce que c'est, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré d'ado, mais peut-être que vous en connaissez, qui utilise toujours l'IA. Je n'ai pas rencontré un ado qui dit « Ah, moi, j'utilise tout le temps l'IA, tout le temps. Tous mes devoirs, tous mes travaux. Chaque fois que j'ai une question, c'est l'IA. Chaque fois que je me lève le matin, c'est l'IA. » Alors, j'ai quelques collègues psychiatres qui m'ont dit que c'était peut-être le cas, effectivement, mais c'est des jeunes dans des situations très singulières, dans grande souffrance. Mais généralement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'ados qui disent « J'utilise toujours l'IA ». Alors la question c'est, dans quelle situation ils utilisent l'IA? Quels sont les critères qui font que tout d'un coup, ils se replient sur l'IA? Alors, première petite citation. Petite citation d'Eliot qui a 17 ans et qui nous dit ceci. « Quand je pose la question à d'autres personnes, ils donnent un avis biaisé par des émotions, quoi. » OK. Et je me dis qu'avec l'IA, ça peut permettre d'avoir un avis vraiment, un autre avis totalement différent de l'avis des autres. Des thématiques sur la mort ou sur le suicide, par exemple. Quand je demandais ça à mes potes, souvent ils ne voulaient pas répondre ou juste ils rigolaient. Donc je me suis dit, pourquoi pas poser ça à ChatGPT? Alors c'est intéressant parce que il y a un premier élément qui revient, mais je vous dis dans pratiquement toutes les réponses et sur tous les sujets, pas seulement la mort, c'est le sentiment qu'on ne peut pas en discuter avec quelqu'un. Alors là, vous imaginez bien que je pense qu'on pourrait faire une enquête complète sur pourquoi on ne peut pas en discuter avec quelqu'un. Mais bon, vous voyez ici dans cet exemple, ce qui est super intéressant, c'est qu'il a des potes. Donc, il n'est pas isolé, mais il ne peut pas parler du sujet. Mais pour moi, ce genre de réponse, ça m'amène à une autre réflexion qui est, est-ce que c'est un sujet qu'on arrive à discuter de façon paisible et sereine avec les ados? Vous voyez, c'est à ça que ça nous renvoie comme questionnement. S'il nous dit, je vais à ChatGPT, parce que même mes potes rigolent, quelque part, il n'est pas en train de nous dire, j'ai pas envie d'en parler avec des adultes ou des... Non, c'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit, en gros, moi, j'ai demandé à des personnes de confiance, ils rigolaient, ça m'ennuie, parce que je veux des réponses, donc je vais vers l'IA. Alors, vous voyez, encore une fois, est-ce qu'on voit le jeune face au dispositif ou on prend un peu de la hauteur et on se dit, mais finalement, ça nous révèle quoi? Ça nous révèle quelque chose quand même qui est un vrai sujet. Et là, on pourra en parler longtemps, ça pourrait être encore un autre... On pourrait en parler aussi pendant même 1 heure aussi, je pense, de juste cette question de mort et numérique, mort en général, mais mes amis collègues qui s'intéressent vraiment à cette question de la mort, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, il y a quand même en Occident, pas seulement en France, mais en tout en Occident, il y a quand même un petit souci parfois. On veut cacher les choses. Je vais vous donner un exemple concret. On me racontait dernièrement, dans un village, il y avait un terrain de foot avec un cimetière à côté. Et là, depuis des générations, le terrain de foot est là. Et depuis des générations, on envoie le ballon dans le cimetière et les jeunes vont chercher dans le cimetière. Puis ils reviennent. Mais ça a toujours été. Les grands-parents faisaient ça, les parents. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un problème. Et là, le conseil municipal a décidé de faire un mur pour pas que le ballon aille du côté du cimetière. Je trouve cette image très forte. Mais l'IA nous renvoie des questions de ce type. Finalement, ici, dans cet exemple, c'est un premier questionnement sur l'usage de l'IA, c'est est-ce que les thématiques qui sont abordées, là je parle des thématiques personnelles, est-ce que finalement ne doivent pas être questionnées? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu par défaut. Je vous donne un autre exemple. Nous, les filles en général, cette fois c'est Kelly, 17 ans, nous, les filles en général, on a déjà eu cette appréhension, par exemple, pour les premières règles, le premier rapport. J'en ai pas forcément parlé à mes parents, ni à un médecin. C'est dans ma tête ou c'est...
Non, c'est pas le cas. Ça arrive une fois par conférence. J'en ai pas forcément parlé à mes parents, ni à un médecin, donc j'ai cherché sur Google. Et c'est vrai que j'avais des trucs pas cool, qui m'ont fait pas mal cogiter certaines nuits. Quand j'ai eu mes toutes premières règles, j'ai demandé pourquoi le sang devenait marron à Google, des choses comme ça. Et c'est vrai que les réponses, rapidement, c'était des choses comme « vous avez peut-être un cancer ». Je trouve qu'il y a vachement plus de bêtises sur Internet, alors que l'IA, une fois qu'on a confiance en elle, on voit que ce n'est pas des bêtises ce qu'elle raconte, c'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien en fait. C'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur et de tout et de rien en fait. Alors, j'ai bien conscience, on avait eu cette discussion un peu en aparté juste avant, j'ai bien conscience qu'on sait que l'IA est dans le domaine du plausible et pas de l'objectivité scientifique. Mais c'est bien pour se reposer et arrêter d'avoir peur de tout et de rien, en fait. Et quand on regarde cet extrait, il est assez représentatif de ce qu'on nous dit sur l'IA actuellement. J'en ai pas forcément parlé à mes parents. Alors, là est la question du sujet. La question de l'accessibilité, de la disponibilité, on ne va pas s'auto-flageller en tant que parent, c'est pas ça la question. C'est juste de se dire, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Parce que, vous voyez, sa réponse, c'est pas « j'ai été vers l'IA parce que je trouve ça super aussi et tout ». Non, elle dit « je vais vers l'IA parce que je ne l'ai pas fait auprès des autres et que ça m'aide à être moins stressé ». C'est ça qu'elle dit. Et donc, vous voyez, il y a les parents, il y a le professionnel, le médecin. Donc, encore, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi ne pas parler au médecin? Et puis là, il y a Google. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on leur dit et c'est quelque chose dont ils ont fait l'expérience. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, un mot qu'on utilise à l'ère du numérique, qu'on a un peu travesti pour dire, quand vous partez sur Internet et que vous faites une recherche, vous avez une bonne intention, vous voulez trouver, je sais pas moi, des inspirations pédagogiques sur votre prochaine intervention, et là, vous y allez, puis là, vous avez une proposition, puis là, une pub, et puis etc. Et puis bon, tout d'un coup, vous vous retrouvez sur un site où vous lisez de la presse People sur Angelina Jolie, je sais pas, bon. Sérendipité. Ça, c'est la version drôle, ce que je viens de dire, mais la version moins drôle, c'est des enfants qui tombent sur des images pornographiques. Oui, c'est ça. Et eux, cette génération-là, ont fait massivement l'expérience de la sérendipité. Je vais y venir, mais on a fait une enquête sur les inquiétudes. Je n'ai pas eu besoin d'aborder le numérique. Ils en ont parlé eux-mêmes. Ils ont tous fait l'expérience d'images qu'ils ne voulaient pas voir. En tout cas, la plupart. Et donc, c'est bien pour se reposer d'arrêter d'avoir peur tout le temps. Et là, vous voyez la mise en perspective que j'évoquais entre les différents regards, numériques mais physiques, devient fondamentale. Et l'IA pose ce problème de façon encore plus accrue pour nous. C'est la question de l'accessibilité et de la disponibilité. Là, c'est une vraie question. Accessibilité, disponibilité, et j'ajouterais capacité d'attendre des jeunes. Parce que là, je n'ai pas tous les extraits, mais il y a des jeunes qui vous disent « Oui, mais moi, je le fais parce que des fois, je me réveille la nuit, je suis stressé, donc j'ai une réponse tout de suite. » Oui. Donc, la question, c'est pourquoi cette personne préfère demander à une IA non humaine, sur le moment, plutôt que d'attendre le lendemain matin, si c'est possible, ou dans la semaine, de parler à un adulte qui est présent. Donc, vous voyez, ça achève cette réflexion sur « on ne peut pas penser le numérique » et ce qu'il apporte aux jeunes sans penser à l'offre faite par nous, société, nous, adultes, dans les espaces physiques. Impossible. Parce que vous avez des éducateurs qui me font remonter ceci. Moi, ils me disent « Ah ben nous, moi, les jeunes avec qui j'ai confiance, on fait des débriefings d'IA. Hein? » Ils posent des questions, puis ils disent « Ah, l'IA a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? » Puis ils me montrent la réponse, puis on en discute. Ah, OK, intéressant. Donc, vous voyez, le problème auquel on est confronté, accessibilité et disponibilité, qui était déjà vrai aujourd'hui, avant l'IA, mais qui se renforce du fait de l'ultra-disponibilité. Mais, en même temps, on peut le prendre comme une bonne nouvelle parce que ça nous force à repenser à des questions
Fondamentale. Et là, si vous me demandez, oui, mais pour les travaux scolaires, ben, pour les travaux scolaires et l'IA, on a des réponses semblables. Je vais vers l'IA quand j'ai le sentiment de ne pas pouvoir être accompagné ou d'avoir compris quelque chose ou d'avoir le sentiment qu'on ne pourra pas me l'expliquer. Donc là, vous avez tous les cas de figure. Hein. Vous avez juste le truc de base des parents qui sont dépassés par les maths qu'ils font à l'école. Et puis, bon, je vais demander à l'IA de me poser des questions. Au moins, ça va m'aider. Mais vous avez aussi sur le sujet. J'ai un petit jeune, à un moment donné, il dit, je lui demande en entretien, comme ça, je dis, mais tu as déjà utilisé l'IA pour quelque chose? Il dit, oh non, juste une fois. Pourquoi? Ah non, mais j'étais hyper stressé. Ah, OK. Pourquoi? J'étais hyper stressé. La maîtresse, elle nous a demandé de faire un poème. Je t'avais déjà fait des poèmes? Oui, j'ai déjà fait des poèmes. Oui, mais cette fois-là, c'était vraiment difficile. Et c'était quoi? Ben, c'était un poème sur l'amour. Alors, c'est une petite anecdote, mais ça pose la question de la pression sociale, de la performance, du rapport au temps de ces jeunes. Alors ça, c'est la logique de validation que je vous ai décrite. Hein? L'expérimentation, validation, invalidation, demande de conseil, etc. Et donc, on est face à des jeunes qui commencent très tôt, hein, c'est-à-dire quand ils entrent sur les réseaux sociaux, même avant l'âge de 15 ans, comme vous le savez, et qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup dans cette logique d'expérimentation. Mais évidemment, vous imaginez bien qu'on peut s'en sortir. On imagine bien l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur cette jeune fille qui arrête de changer sa photo de profil 3 fois par jour, montre que quand on avance sur le chemin de l'autonomie et qu'on est plus confiant en soi-même, on transforme ses usages numériques. Encore heureux. Mais on s'est intéressé au 15-24 parce qu'on s'est dit, mais ils sont quand même sur les réseaux sociaux. Donc, si la logique que je viens de décrire est si importante, pourquoi ils y sont encore? Alors, on savait qu'ils changeaient leurs usages. Parce que dans les entretiens, ils veulent nous montrer qu'ils changent leurs usages pour montrer qu'ils sont en train de grandir. On va nous dire, ah non, moi je ne fais plus ça. Hein. C'est un truc de collégien, ça. Non, mais ça c'est un truc de lycéen. Non, mais je ne fais plus ça. J'ai moins de besoins. Non, mais moi je fais le regard des autres. Non. Non. Et donc, ils se mettent à afficher des choses plus traditionnelles, comme le statut d'étudiant ou professionnel. Moi, je les vois migrer sur LinkedIn et commencer à changer leur image, etc. Alors, pourquoi ils restent sur les réseaux sociaux? Et là, il y a une autre logique à laquelle j'aimerais vous sensibiliser, qui est importante, et qui questionne quand même beaucoup. C'est cette question du rapport à la vérité de l'image, entre guillemets, et aux émotions que ça provoque. Alors, il y a un lien qui est fort et qui s'est développé entre formation de l'identité et consommation d'images. Et je vais m'expliquer. Donc, on a fait une enquête sur les inquiétudes. On voulait savoir, mais finalement, on dit toujours les jeunes ont peur de l'avenir, etc. Donc, on va leur poser la question, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui ne les inquiète pas, etc. Et donc, ce qui est intéressant, ce n'était pas l'objet de l'inquiétude, parce que c'est très différent d'un jeune à l'autre. Comme vous le savez, il y en a qui vont vous dire, oui, l'écologie, vraiment, vraiment. Il y en a d'autres, non. Hein. Il y en a qui vont dire, oui, c'est vraiment mon avenir professionnel, ou etc., ou la géopolitique, ou des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils étaient tous d'accord dans l'enquête pour dire une chose, c'est que l'inquiétude, c'était quelque chose de normal. Être inquiet, en 2025, si j'ai 17 ou 18 ans, c'est tout à fait normal. Ah, c'est normal? Ben oui. Écoute, j'ai l'air d'un bisounours. Tu as vu le monde dans lequel on vit? Tu as vu les enjeux environnementaux, tu as vu la politique, tu as vu la géopolitique, tu as vu... Oui, c'était le genre de réponse qu'on avait, du type... Ben oui, mais quand même, il faudrait être un peu à côté de la plaque pour ne pas être inquiet. Et donc, il y avait ce discours de la normalisation de l'inquiétude, et même certains allaient un peu plus loin avec un discours du type, ben ça prouve que je suis un adulte. Hein? Maintenant que j'ai une inquiétude normale, ça montre que je suis adulte, parce que je comprends. Et non seulement ça montre que je suis adulte, ça montre que je suis adulte quand je garde les choses pour moi et que j'arrête d'embêter les autres, mes parents, mes sœurs, mes frères, qui eux aussi ont leurs inquiétudes. Un discours comme ça, général, de normalisation de l'inquiétude. Mais à côté, il y avait une autre norme qui ressortait. C'était, oui, mais maintenant que j'ai grandi, il faut que je gère par moi-même.
Alors là, il y a une question sur l'autonomie, quand on parle de liberté et contrainte. Je ne sais pas pour vous quelle est votre définition de l'autonomie, mais pour moi, l'autonomie, c'est la capacité d'utiliser les ressources en présence. Je le dis rapidement, mais c'est-à-dire si on a des parents, des gens autour, on va les mobiliser, on va discuter avec eux. Mais là, ce n'était pas entendu comme ça. Chez certains, c'était entendu comme l'autonomie, c'est me débrouiller par moi-même. C'est faire par moi-même. Et donc, vous savez, depuis le début, on dit, les jeunes doivent gérer leur vie, ils doivent devenir autonomes, ils doivent aller de l'avant, ils doivent faire des choix, ils doivent gérer leur santé. Et là, dans les discours, il y avait « je dois gérer mon équilibre intérieur ». Il faut aussi que je gère mon équilibre intérieur. Et là, je vais vous donner un exemple anthropologique pour vous montrer ce qui a changé. Pour vous montrer comment ça a changé au fil du temps, vous allez voir, c'est un petit détour, mais ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui change vraiment dans les discours et comment ces jeunes s'ultra-responsabilisent. Prenons l'exemple du cauchemar. Vous faites un cauchemar cette semaine, vous allez lui donner une signification. En fonction des personnes, vous allez dire, voilà, c'est lié à ça, c'est lié à ça. Sociologiquement, le cauchemar, pendant longtemps, si on retourne loin dans nos ancêtres communs, un cauchemar, c'est une visite. C'est un message. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que même dans les communautés de moines au Moyen Âge, on débriefe des cauchemars parce que c'est un message qui est peut-être envoyé à la communauté, vous imaginez? Vous avez une responsabilité collective, ce n'est pas pour vous. Mais le cauchemar, il n'est pas analysé comme un problème personnel. C'est la même chose, vous allez vivre un cauchemar, mais là, ce n'est pas pareil. C'est, j'ai une visite de l'extérieur, déjà, ça ne m'appartient pas. Et en plus, c'est collectif. Oui, et donc, qu'est-ce que ça faisait? C'est que quand vous lisez des vieux écrits, des vieilles analyses, vous vous rendez compte que le cauchemar, c'était une possibilité de discuter avec les autres. On partageait. La psychanalyse est passée par là, et là, tout d'un coup, le cauchemar, c'est quelque chose qui peut-être essaie de s'exprimer à travers votre personne, quelque chose qui est au fond de vous, et en faisant un travail d'analyse profond et en payant assez cher un collègue, vous réussirez peut-être à comprendre. Déplacement de la signification. Mais là, dans les entretiens sur les inquiétudes, quand on parle du cauchemar, bien, vous savez, ce qu'on nous dit des fois, on nous dit, ah oui, mais moi, les cauchemars, c'est pratique, ça montre que je gère vraiment pas. Hein? Vous comprenez? Ce n'est plus une visite extérieure collective, ce n'est plus à l'intérieur de moi, c'est un signe que je ne gère pas ma vie. Et la différence de signification et l'effet de la surresponsabilisation. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que c'est important pour comprendre une autre forme d'attachement aux réseaux sociaux. Vous avez d'un côté, donc, cette idée de l'inquiétude est normale, et de l'autre côté, il faut gérer son équilibre intérieur, gérer son stress, etc. Et là, vous avez des discours de justification pour aller voir des informations à caractère anxiogène et pour aller voir la vraie vérité. Je ne suis pas un bisounours, je veux connaître la réalité, je suis un adulte, donc c'est tout à fait normal que j'aille voir des choses que les médias traditionnels ne vont pas nous montrer. Je ne suis pas un bisounours. Je dis, ah oui, mais comme quoi? Et là, il y a un jeune qui est engagé en faveur de l'environnement et qui dit, ben moi, par exemple, j'ai été voir des vidéos d'abattoirs. Comment tu as vécu ça? Ah non, j'ai vraiment vécu mal. Ça m'a vraiment perturbé même. Et tu regrettes pas d'avoir été? Ah non, écoute, c'est normal, hein, il ne faut pas se cacher la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez un discours, parfois, certains jeunes, de justification du fait de s'infliger des violences psychiques, du fait d'une norme plus large, qui permet de justifier pourquoi on s'informe avec la vraie vérité, entendre ici, voir les choses. Et en même temps, dans les discours, il y a « Oui, mais même si j'ai vu ces images difficiles qui m'ont violenté, je gère. Oui? » C'est-à-dire que c'est vécu parfois comme des petites mises à l'épreuve. Oui? Je m'auto-inflige des violences, mais je gère, et ça montre que je suis une personne autonome, puisqu'au 21e siècle, c'est aussi gérer
sa vie psychique. Et donc, ça donne une génération qui est moins sur le paradigme de l'épanouissement personnel que sur le reste inquiet sans devenir anxieux. Oui? Peut-être c'est une forme d'explication des statistiques que vous connaissez qui ne sont pas très bonnes sur la santé mentale des jeunes, en particulier des vieux ados, des jeunes adultes. Et là, ce rapport à l'émotion est questionnant parce que vous avez tout un rapport sur l'émotion et l'affirmation de soi, et l'affirmation de ses valeurs. Et je vous donne un exemple concret. Vous avez des enfants, par exemple, qui vont commencer à faire des bricolages ou des châteaux, des choses comme ça. Et puis là, vous débarquez dans le salon et vous dites « Ah, mais c'est super ce qu'il a fait et tout ». Et là, on se rend compte qu'il utilise un tutoriel. Et le tutoriel, des fois, les parents ne savent même pas où il l'a trouvé. C'est un ami qui a dit « Voilà ». Et là, c'est super. Et là, il a utilisé un tutoriel pour faire son activité. Et là, il se lève devant ses parents et il dit « Ah, regarde, je l'ai fait tout seul. Et je suis fier. » Et là, il y a quelque chose qui rentre dans l'esprit très tôt des plus jeunes. C'est « je le fais tout seul », alors qu'on peut se demander s'il est tout seul. Oui? En tout cas, la source, limite. Je l'ai fait tout seul, et ça peut être utilisé comme une façon de trouver de la reconnaissance. Je suis fier, bon, voilà. Et là, c'est mis quelque chose. Et en fait, on voit que, de façon plus large, à la préadolescence, adolescence, il y a aussi tout un discours sur « j'ai trouvé l'information, et regarde, c'est mon idée, c'est ma vision du monde, valide-la. » Et là, évidemment, quelqu'un peut la valider, et je suis fier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici aussi, dans cette enquête sur les inquiétudes? C'est que là, vous avez une transformation du rapport à l'émotion. Je vais essayer de vous communiquer une idée qui, en sociologie, est de plus en plus importante. C'est qu'on dit ceci, et j'aimerais que vous prêtiez attention parce que, à mon avis, elle permet de comprendre une autre forme d'attachement aux réseaux sociaux, aux images de manière générale. C'est qu'il y a une sociologue qui s'appelle Eva Illouz qui dit il y a un changement du statut de l'émotion. L'émotion est devenue performative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour elle, nous, humains du 21e siècle, quand vous vivez une émotion, par exemple, et que vous regardez un contenu, vous regardez les actualités, vous vivez une émotion. Eva Illouz nous dit ce qui se passe, c'est que vous vivez l'émotion, vous, individu réflexif et rationnel, vous vous regardez et vous dites « Ah ouais, là, je suis triste. Hein? » Et donc, peut-être que vous vous dites « Ah, je suis triste. » Et donc, ça vient prouver mon rapport à ce que je suis en train de voir. C'est des images de guerre. Peut-être que ça vient prouver que vous êtes quelqu'un d'empathique. Ça vient dire quelque chose de vous. Ça peut même peut-être venir confirmer une position politique. Moi, je pense ça parce que, bon, etc. Vous voyez? Dimension performative. Alors, un jour, je rencontre un jeune, je vais prendre l'exemple de l'engagement en faveur de l'écologie. Et il me dit, mais dis-moi, je suis vraiment engagé en faveur de l'écologie. Et ce que j'aime bien, c'est d'aller voir de cliquer sur TikTok sur du contenu d'extrême droite. OK. Pourquoi? Parce que ça me met en colère. D'accord. Ça me met en colère parce qu'il dit, tu sais, moi, des fois on parle de l'éco-anxiété, tout ça. Non, moi, mon identité, il me dit comme ça, mon identité de militant, c'est la colère. Et donc, c'est super pratique parce que ça me maintient en colère. Et évidemment, mon algorithme a compris ça. Et donc, il me renvoie périodiquement du contenu qui me rappelle qui je suis. Et en plus, c'est bien parce qu'il n'y a pas que ça. Des fois, j'ai des vidéos un peu plus fun qui permettent de souffler un peu. Et c'est très intéressant. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Ce qu'il est en train de dire, c'est que les émotions qu'il vit à répétition lui permettent de reconfirmer dans le temps qui il croit être. Je vis une émotion, je lis cette émotion comme étant une preuve de qui je suis, une confirmation, et j'avance dans le temps. Et là, vous comprenez bien que ce que je suis en train de vous décrire peut toucher n'importe quel type d'identité. Ça peut être
des identités de genre aussi. Et peut-être pas les plus ouvertes sur le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je ne pense pas qu'il faut paniquer, mais une chose est certaine, c'est que si c'est la seule manière dont vous avez pour fortifier le sentiment de votre identité à l'adolescence, si vous n'avez pas d'autre regard validant que votre propre regard sur vos émotions, si c'est la seule chose qui vous reste, eh bien là, vous voyez le genre de souci que ça peut creuser. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous ramène encore à cette nécessité de mise en perspective des différents regards et de mise de retour au regard physique aussi. Donc, la question de l'émotion, et là, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs ici qui travaillent avec des enfants. Si vous faites un travail sur les émotions, bravo, parce que c'est probablement un des travaux les plus importants dans la prévention de demain, en fait. Et d'aujourd'hui, mais de demain au sens où ces machines à production d'émotions peuvent effectivement, j'ose le dire, enfermer certains jeunes, mais à condition qu'ils n'aient rien à côté. Parce que ceux qui ont ça en complément n'y accordent pas la même importance, forcément. Si c'est la seule chose qui vous rassure, ben vous serez forcément attiré. Donc, vous voyez, j'ai parlé de la logique de validation-expérimentation, une logique plus d'information et d'émotion. Je vais me permettre, je pense que j'ai encore un peu de temps, je vais me permettre d'en aborder une autre parce qu'elle est importante et je terminerai sur celle-ci avant qu'on puisse discuter, aller sur d'autres territoires où vous avez envie d'aller. C'est la logique de la connexion permanente. C'est-à-dire, il y a une chose qui a changé dans les 10 dernières années, c'est que nous avons, et les parents de manière générale, ont connecté leurs enfants. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'intéressait au numérique, c'était un truc d'ado. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un truc de famille. Parce que les premiers smartphones sont donnés par les parents, les premières expériences d'écran sont avec les parents, les tablettes, même des fois les jeux, même l'initiation aux jeux vidéo passe des fois presque par les parents, etc. Donc, on est dans une génération connectée par les parents. Et là, c'est instauré une chose dans les rapports parents-enfants qui existait entre nous déjà avant, c'est l'injonction de connexion permanente. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où la norme, c'est d'être joignable. Et si vous n'êtes pas joignable, vous allez devoir vous expliquer. Et quand on s'explique, c'est parce que généralement, on déroge à une norme. D'accord? Alors, comment on est arrivé à ça? C'est que quand je suis arrivé dans le sud-ouest, là, j'étais à Strasbourg, après j'étais dans le sud-ouest, où je suis installé maintenant, et c'était pour une recherche sur la déconnexion. Et donc, on était dans le sud-ouest, et on s'est dit, déconnexion, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vérifier si les gens arrivent à se déconnecter, les adultes que nous sommes? Allons sur Compostelle, on est à côté. Et s'il n'y a pas de gens qui se déconnectent sur Compostelle, on n'en trouvera nulle part. On n'en a pas trouvé beaucoup. Déjà il y a 10 ans. C'est-à-dire que c'était déjà, les gens étaient voilà, il y avait des connexions. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est que, évidemment, pensez-y bien, vous allez parler de séparation cet après-midi. Compostelle, c'est une séparation, parce que les gens qui partent, la plupart, pas toujours, mais souvent partent seuls ou à deux, et donc ils sont séparés de leur quotidien. Et donc, je demandais aux gens, mais vous avez amené vos téléphones, vos smartphones? Ah oui. Et la réponse était toujours, ah oui. Ça n'avait pas l'air à leur plaire. Donc, on dit, mais pourquoi vous les avez amenés si ça ne vous plaît pas? Et là, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous l'imaginez facilement. Tout le monde disait, j'ai eu un peu la pression, quoi. On m'a dit, oui, mais tu sais, c'est long, 2 semaines, c'est long, on ne sait pas. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que quand on poussait, quand ces gens poussaient la discussion et qu'ils nous racontaient les arguments, je veux partir sans smartphone, qu'est-ce qui arrivait toujours au bout comme argument ultime pour s'assurer qu'ils restent connectés? C'était quoi? L'accident, la mort. Mais si quelqu'un meurt, et s'il y a un accident? Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans? On ne partait pas en vacances, on restait, je ne sais pas. La mort. Mais c'est intéressant parce que ça nous rappelle l'angoisse qui est derrière, en fait. Qu'est-ce qui est caché derrière?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est dit, si l'expérience de séparation est complètement transformée ici, allons voir ce qui se passe dans les familles, parce que la famille, c'est ça. C'est une expérience de séparation. À l'adolescence, ils commencent à se séparer, ils se retrouvent, ou elles se retrouvent dans des groupes où on n'est pas. Et là, tout d'un coup, il y a une norme qui s'installe, et on lui a donné un nom, c'est le pacte de connexion. Et le pacte de connexion, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler avec les parents. Le pacte de connexion sur liberté-contrainte, on est bon parce que c'est quoi la définition d'un pacte de connexion? C'est un contrat que vous avez passé. Un contrat que vous avez passé plus ou moins implicite, explicite, ça dépend des cas, avec vos conjoints-conjointes, avec vos meilleurs amis, avec vos parents et avec vos enfants. Et le contrat a été passé de différentes façons. Dans la négociation, ou parfois dans un rapport de force féroce. Et ce pacte de connexion, il détermine quoi? Il détermine le nombre des échanges prévus dans une durée de temps, donc la fréquence. Donc, je m'attends à ce que tu m'écrives 2-3 textos par semaine ou par jour. Et surtout, il prescrit, ce pacte, le délai de réponse acceptable. Hein? Et donc là, passez en revue vos pactes de connexion. Et là, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas tous pareils. Hein? Parce qu'il y a des pactes de connexion que vous passez et, Roger, lui, il répond entre 48 heures et 72 heures. Là, si ça fait 4 jours, d'un coup, vous vous réveillez, vous dites « Hey, Roger n'a pas répondu. Je vais l'appeler. » Bon. Mais vous avez un autre ami ou une autre amie, en 5 minutes top chrono, vous commencez à trembler si elle n'a pas répondu ou s'il n'a pas répondu. Et donc, on est dans cette norme de connexion et donc on a imposé ça collectivement aux enfants. Et donc, quand ils arrivent à l'adolescence, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on voit dans les entretiens? Ça crée un clivage énorme entre les grands gagnants et les grands perdants, entre guillemets, du point de vue de l'identité, je m'explique. Les grands gagnants, c'est qui? C'est ceux qui arrivent en entretien, qui ont 15 ans. Puis ils me regardent, puis là, je pose la question, puis comment ça se passe avec tes parents, on discute, etc. Et puis là, d'un coup, on parle de ces fameux échanges à distance, etc. Puis il faut, non, moi, t'inquiète pas, hein, moi, depuis 6 mois, quand mes parents m'écrivent, c'est 2 heures d'attente. Je dis, OK. Et il y en a un autre, il me dit, non, moi, c'est pas compliqué, moi, il dit, je réponds plus. Je dis que, la pile était, je pense qu'ils ont compris quand même, mais bon, je dis que la pile était la batterie était à sèche. Même argument qu'on retrouvait chez les gens qui voyageaient, hein, d'ailleurs. Puis, je leur raconte quand je rentre. Et là, je me dis, mais c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, ces ados doivent faire un effort pour vivre exactement les mêmes situations que vous avez vécues à leur âge. Autrement dit, pour s'assurer d'être dans leurs espaces d'autonomisation entre ados, revenir et vous raconter, en mettant le lien de confiance au milieu, ils sont obligés de faire un effort de résistance pour pouvoir vivre la même chose. Et finalement, ceux-là s'en sortent assez bien parce qu'en gros, qu'est-ce qu'ils me disent de façon implicite? Ils me disent, le numérique et la norme d'être connecté, c'est super, ça me permet d'avoir une preuve que je m'autonomise. Regardez, j'ai la preuve. Il y en a même qui m'ont dit, mais c'est super, moi, quand mes parents m'appellent, je monte ça à mes potes, je regarde. Clic. Hey, vous avez la preuve concrète. Regardez, hein, les parents, je me débrouille. J'ai pas peur, en plus. Mais c'est super intéressant. Donc, c'est un signe d'autonomie. Donc, la prochaine fois qu'il ne répond pas ou qu'elle ne répond pas, il est en train de s'autonomiser et vous prenez une respiration. Et vous vérifiez votre rythme cardiaque. Mais là, c'est le côté, j'ai envie de dire, sympathique. Parce que de l'autre côté, vous avez ceux qui racontent comment ils se sentent complètement contaminés par cette société de connectés. Qui vous disent, moi, je me cache, j'envoie des textos avant de voir mes amis, je vais aux toilettes, quand s'ils m'appellent, parce qu'en plus, ils m'ont obligé de répondre, etc. Donc, autrement dit, eux, ils sont obligés de composer avec le fait que leurs espaces d'autonomisation sont qualitativement affectés. Oui. Et ils doivent faire un effort aussi pour s'en sortir.
Alors, je ne vous dirais pas ça comme ça si des jeunes ne m'en parlaient pas comme un problème. Mais pas un problème, j'ai envie de dire, « Oh, mes parents m'ennuient. » C'est pas ça. Là, c'est plus, « Non, mais je ne sais pas quoi faire. » Parce que, vous voyez, c'est plus sur le mode de l'angoisse que sur le mode juste de la « Bon, là, ça m'ennuie. » C'est autre chose. Et donc, dans le monde connecté, on se retrouve là-dedans et les parents aussi doivent faire des efforts. C'est ça que ça nous enseigne. Parce que depuis le début, moi, je parle des ados parce que c'est souvent le point de vue qu'on adopte. Mais si on regarde bien, ça veut dire que les parents doivent aussi faire un effort pour ne pas téléphoner, appeler, demander une nouvelle quand ils s'inquiètent. Et ils se retrouvent dans une situation hyper compliquée. Et là, il y a une chose qu'on peut travailler, c'est une question. C'est est-ce que d'avoir des données sur les ados, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment rassurant? C'est une vraie question. Et là, il y a différents types de données. Il y a le déclaratif. Oui, je suis arrivé. Bon, OK. Ça va bien? Pouce en l'air. J'ai écrit un chapitre dans la famille connectée, je fais une petite pub, dans la famille connectée chez RS, sur les microsignaux. Hein, les microsignaux. Hein. D'un coup, dans un rapport de microsignal avec les ados, pouce, bien, oui, OK. Vas-y, bon. Est-ce que d'avoir des données de géolocalisation, c'est rassurant? Et pourquoi? Les statistiques sont en montée. Moi, je ne vous dirai jamais géolocalisé ou non. Je ne pense pas que ce soit mon rôle. Par contre, il y a un piège dans lequel on est en train de tomber, peut-être parfois. C'est lorsqu'on a des données sur les ados, géolocalisation, historique de navigation, etc., accès à des photos, des vidéos, etc., est-ce qu'on ne se met pas dans une situation compliquée? C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de se dire « je sais déjà ». Mais je sais des choses, j'ai vu son historique de navigation. Je sais des choses, j'ai vu les photos. Je sais des choses, je sais où il est géolocalisé. Et est-ce que ça n'entre pas parfois en compétition ou en tension avec le fait de discuter? Je ne dis pas que si vous géolocalisez vos enfants, vous ne discutez plus. Je dis que quand on a des données et que la discussion devient difficile, ce qu'on voit dans les discours, c'est qu'on peut être tenté de dire « oui, mais de toute façon, je sais ». Et d'éviter la confrontation parfois nécessaire. Parce qu'on est d'accord, c'est un peu compliqué des fois, même très souvent. Et c'est un des problèmes qu'on voit, et je vous donne une anecdote à ce sujet. Un jour, il y a une jeune qui dit « je mets des photos ». En gros, elle me dit qu'elle met des photos de soirée festive sur une story de Snapchat. Mais une story pas très privée, avec beaucoup de monde. Un gros groupe d'amis. Puis en gros, ce que je comprends, c'est que de mon point de vue adulto-centré, elle prend un risque parce que ça, si c'était rediffusé, capture d'écran, etc., prise de photos, etc., tout est possible, ben, il y a une forme de risque. Puis je dis, pourquoi tu fais ça? Vous savez ce qu'elle me raconte ceci? Elle dit, ben, c'est très simple, un soir, je suis rentré à la maison après une soirée. Hein, c'est intéressant, vous voyez, l'histoire commence dans les espaces physiques. Donc là, je suis désolé, mais si vous êtes encore de ceux qui considèrent que le virtuel et le numérique, c'est divisé du réel, là, il faut changer de logiciel, hein, parce que ça ne fonctionne pas du tout. Et l'exemple ici est très bon. Pourquoi tu envoies des photos de soirées festives sur ta story de Snapchat? Ah, un soir, je suis rentré à la maison, voilà, OK, bon. Je suis rentré, et là, je suis arrivé. Mes parents m'attendaient, rien de nouveau. Les parents m'attendaient, et là commence quelque chose que vous avez peut-être connu en leur temps, le rituel d'aveu. Hein? Alors, j'aime beaucoup dire rituel d'aveu, parce que ça fait souvent sourire, mais sachez que c'est un concept aussi du sociologue Michel Foucault. C'est probablement le concept qui fait le plus rire, le rituel d'aveu. Mais qu'est-ce que c'est le rituel d'aveu? Une personne en position d'autorité, le parent, choisit les questions, et en choisissant les questions, oriente déjà la réponse, et la personne face à la jeune en face de la position d'autorité, écoute les questions, organise son discours en fonction des questions et des normes qu'elle imagine auxquelles elle doit répondre. Et donc, à un moment donné, elle comprend que pour rentrer dans la norme, elle doit un peu mentir. Et la personne en position d'autorité commence à comprendre que l'autre ment.
Et le jeune commence à... Bon, vous avez compris. Tout ça s'organise, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un espace de parole et ça peut permettre à l'ado de sauver la face et de lui laisser une chance peut-être de revoir un peu sa position. Mais là, le rituel d'aveu ne se passe pas comme peut-être ce que vous avez vécu à l'époque. Il se passe autrement parce que ses parents lui disent « Donne-nous ton téléphone ». Alors, parce qu'ils savent que leur fille prend toujours des photos quand elle sort, et donc ils vont avoir accès à des données. Ah! Le lien de confiance est un peu différent. Ce n'est pas « raconte-moi ton histoire », où tu étais, etc. C'est « on va s'appuyer sur des sources visuelles ». Et là, ils vont dans le répertoire photo. C'est qui, lui, je ne le connais pas. Zoom sur la main droite. C'est une cigarette ou un joint? Zoom sur les bouteilles. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a beaucoup des bouteilles vides. Vous étiez combien, etc. Et tout d'un coup, le rituel d'aveu devient 2.0. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais après ça? Elle dit, c'est très simple. Elle dit, maintenant, je fais 2 albums photos. Il y en a un que je garde dans mon smartphone pour mes parents. Et puis, les autres photos, je les envoie sur ma story de Snapchat. Comme ça, mes amis les voient, puis certains font des captures d'écran, etc. Alors là, vous voyez pourquoi je vous raconte ça. C'est que vous savez, il y a tout un discours aujourd'hui sur l'interdiction, la non-interdiction. Franchement, je pense que ça appartient à chaque parent. Mais par contre, on est quand même obligé de dire certains phénomènes qu'on connaît. Et un des phénomènes qu'on connaît, c'est le déplacement des jeunes dans les espaces quand ils considèrent qu'un espace d'intimité n'est plus, est sous surveillance ou n'est plus intime. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pensez-y bien. Je prends un exemple très concret que peut-être certains ont vécu d'une façon ou d'une autre. Vous étiez ado et vous vous retrouviez dans un espace physique avec vos amis. Donc, ça peut être le parc ou un lieu. Généralement, c'est un lieu plus ou moins loin des regards, entre privé et public. Et si c'est un parc, ça va être dans un coin un peu ombragé, etc., sous un pont. Et c'est toujours des espaces comme ça intermédiaires. Vous vous retrouvez là, vous êtes entre amis, etc. Et là, il y a un soir, il y a un papa ou une maman qui débarque, parce qu'il y en a un il y a une de la bande qui n'a pas respecté son heure ou je ne sais pas quoi. Il débarque, puis il fait « Ouais, qu'est-ce que vous faites là? » Puis tout le monde dit « Qu'est-ce que vous faites la prochaine fois? » Vous vous déplacez. Parce que vous allez considérer que peut-être cet espace est un peu maintenant sous surveillance. Mais là, la question qui se pose, c'est est-ce que dans le prochain espace, est-ce que vous allez être plus en sécurité que dans le premier? Et c'est ça la question. Ça, c'est une des vraies questions que posent les interdictions. Ce n'est pas la question, j'ai envie de dire, morale d'interdire ou non, parce que franchement, il faut interdire des choses. C'est évident. Vous avez mis des limites, on met des limites aux enfants. Mais la question est là, c'est est-ce que y a ce déplacement, et l'exemple de cette jeune fille est bon. Finalement, les photos sont dans son smartphone, donc sécurisées, et elle se retrouve dans un autre espace où là, c'est moins sécurisé parce qu'elle a voulu échapper à la surveillance de ses parents. Et c'est surtout ça les questions, je pense, qui doivent animer quand on se pose des questions un peu plus philosophiques sur l'interdiction. Et là, je pense que le temps passe un peu, donc je vais peut-être... Ah oui. Ah écoutez, je vais arrêter ici comme ça. Désolé, je pensais... Donc, oui, voilà, je m'arrête ici. Je m'arrête ici, mais vous voyez bien que la question du sens et après la question de comment on va parler des risques va venir en extension parce que la question, c'est comment ne pas s'invalider tout en, évidemment, en posant les bons problèmes. Je vous remercie. Désolé pour cette conclusion un peu rapide. Merci pour votre attention.